Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. La pollution traverse les frontières tout comme les changements climatiques. Une manière de lutter contre le réchauffement climatique de notre planète consiste à adopter une taxe carbone ou un marché du carbone, comme le Québec l'a fait. Mais de quoi parle-t-on ? La taxe carbone est en fait un outil économique dans cette lutte au changement climatique. Le gouvernement va fixer un prix pour des émissions à gaz à effet de serre, les GES, des industries. Et les recettes générées vont être soit retournées aux contribuables, soit être utilisées pour des programmes de transition verte, ou veut dire simplement grossir les revenus de l'État. La taxe fédérale du carbone est entrée en vigueur en avril 2019. Elle concerne tout particulièrement l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et le Saskatchewan et aussi l'Alberta. Son application ne se fait pas sans mal car ces provinces ont entrepris des actions judiciaires pour ne pas y être liées. Et elles sont prêtes à aller jusqu'à la Cour suprême du Canada, la plus haute cour de justice, pour ne pas être contraintes de la mettre en pratique. Lorsqu'on parle de taxe carbone, de quoi parle-t-on exactement ? Comment est-ce qu'elle va affecter les citoyens et les entreprises, petites et grosses pollueuses ? Et qu'est-ce qui la distingue vraiment, cette nouvelle taxe fédérale, du marché du carbone du Québec ? Et toutes deux forment-elles des mesures utiles et efficaces ? On va voir tout ça. Vous avez des questions ? Nous avons des questions à propos de cette fameuse taxe carbone. Restez à l'écoute. Pour parler de taxe carbone, de bourse carbone et de ce qui fait que le Québec est distinct en la matière, je suis en compagnie de David Baudouin, entrepreneur et conférencier dans les domaines des technologies et de la consultation et de la finance climatique. Bonjour. Bonjour. Je suis en compagnie aussi de Charles Séguin, professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion et professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. l'UQAM, bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous les deux, bienvenue à Je vote pour la science. Comment faire pour freiner les changements climatiques ? Laisser la voiture au garage, adopter une alimentation végétarienne, voici des petits gestes individuels, mais à une autre échelle, que font les gouvernements pour réduire les émissions à gaz à effet de serre au pays ? Ils misent principalement sur la taxe carbone et le marché du carbone. Nous allons un peu démythifier ces outils aujourd'hui avec mes invités. Donc, commençons. La taxe fédérale du carbone a été adoptée en avril 2019. Il s'agit de quoi, M. Baudouin ? Il s'agit essentiellement d'un mécanisme on parle de taxe carbone ou de marché du carbone. De manière plus générale, on va parler de mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre. Il existe différents mécanismes réglementaires, justement, d'apposition d'un prix aux émissions de gaz à effet de serre qui existent. Le gouvernement fédéral a établi son approche et là, en quelque sorte, négocier avec les différentes provinces. Et essentiellement, ça force soit les provinces à développer leur propre système ou impose le système fédéral en question qui a pour résultat que chaque tonne d'émissions de gaz à effet de serre émise au pays devra faire l'objet d'une tarification aux alentours présentement de 20 $ la tonne. C'est ça. Chaque tonne a un prix, c'est ça? Exact. Qui c'est qui paye ce prix-là? L'idée de l'imposition d'un prix, c'est d'envoyer un signal aux différents acteurs dans l'économie, les entreprises, les ménages, les consommateurs, pour que, implicitement, quand ils font des choix entre différentes alternatives, on considère toujours le prix des biens, des services qu'on est en train de magasiner pour savoir, en fonction de nos préférences, quel choix faire. Puis si ces prix-là ne reflètent pas l'impact, la pollution créée sur notre environnement, on a tendance à favoriser un petit peu trop des produits qui génèrent plus de pollution. Donc, l'idée d'introduire cette tarification sur le carbone, c'est d'augmenter un petit peu le prix des produits qui émettent plus de gaz à effet de serre que d'autres pour que les consommateurs disent « Ouh, là, soudainement, cette essence est un peu plus chère, ces produits sont un peu plus dispendieux, donc peut-être que je vais changer mes comportements pour profiter de produits qui sont maintenant relativement moins chers que ceux qui subissent cette tarification du carbone. » Et
Et la même chose pour les entreprises. Des produits locaux, finalement, c'est ça? Ça peut être en partie des produits locaux, puisque le transport, c'est un des secteurs qui génère une part significative des émissions. Donc, on augmente les coûts de transport. Il reste que dans certains produits, les coûts du transport sont quand même une petite partie. Donc, ça ne sera pas nécessairement tout le temps des produits locaux, mais c'est sûr que ça favorise en partie ces produits-là. Comment ça fonctionne concrètement, cette taxe, pour les industries? Ben, ça dépend un petit peu de la juridiction. Si on regarde, par exemple, au Québec, plutôt que d'avoir directement la taxe où on détermine le prix, on a choisi d'avoir un système qu'on appelle de plafonnement et d'échange. Donc, en gros, en quoi ça consiste, c'est que les émetteurs de gaz à effet de serre doivent se procurer des permis pour avoir le droit de faire des émissions. Et ces permis-là sont en quantité limitée, idéalement en quantité plus limitée que les émissions que feraient naturellement les émetteurs. Et le gouvernement distribue ces permis-là principalement à travers des enchères. Donc, les entreprises qui sentent que pour faire leurs produits, vont avoir besoin d'émettre des gaz à effet de serre, vont se procurer dans ces enchères-là les permis, puis il va y avoir un coût de ces permis qui va émerger des enchères. Incidemment, en ce moment, c'est à peu près le même coût que la taxe fédérale. On est un petit peu au-dessus d'une vingtaine de dollars la tonne d'équivalent CO2. Et après ça, une partie de ce coût-là va être reflétée dans le prix de leurs produits. Donc, pour le consommateur, ce qui est le plus saillant, grosso modo, c'est l'essence. Donc, les distributeurs d'essence doivent se procurer ces permis. Et ça a un impact sur le prix à la pompe en ce moment. Les prix qu'on a d'environ 4 cents et demi à 5 cents le litre d'essence. Donc, l'impact n'est pas encore très important. Ça invite pas à beaucoup de changements de comportement dans le secteur des transports, mais ça, c'est un petit peu ce à quoi, du point de vue économique, on s'attend parce que, idéalement, ce qu'on veut dans ces systèmes de prix-là, c'est que les secteurs de l'économie où c'est le plus facile, où c'est le moins cher de réduire les émissions, ce soit eux qui réduisent leurs émissions en premier. Et puis, ce qu'on observe un peu partout dans les pays de l'OCDE, c'est que le secteur des transports, c'est un secteur où c'est difficile de faire des réductions d'émissions. Donc, si les gens sentent que ça ne change pas beaucoup leur comportement au niveau du transport, c'est un peu normal parce qu'on s'attend à ce que les réductions viennent d'abord de d'autres secteurs, en particulier les secteurs de la production d'énergie qui, disons, entre guillemets, malheureusement, le Québec est déjà très propre, donc on n'a pas beaucoup d'espace pour s'améliorer de ce côté-là, et le secteur industriel. Oui, parce que c'est ça, le Québec, lui, est doté du marché du carbone, donc avec cette bourse dont vous avez parlé, professeur Séguin, à destination des entreprises mis sur pied depuis 2013. Monsieur Beaudoin, vous travaillez sur les marchés du carbone depuis 15 ans, là, vous donnez des conférences, et vous voyez ça comme des opportunités. Expliquez-nous, pourquoi c'est des opportunités? C'est-à-dire qu'il peut effectivement y avoir des opportunités qui émergent de ces mécanismes-là. De plus en plus aussi, ce qu'on constate, c'est que, au-delà des réglementations qui sont mises en place, le secteur privé, les investisseurs privés sont de plus en plus conscientisés et recherchent à investir dans ce genre de technologie-là. Donc, il y a des fonds d'investissement de plus en plus spécialisés qui recherchent justement ce genre de technologie-là. Donc, ça permet d'accéder à du financement plus facilement et d'utiliser les subventions et financements publics disponibles comme effet de levier pour aller chercher de l'investissement privé. Oui, et devenir de plus en plus vert. Ce marché du carbone québécois est lié à la Californie. Il y a 5 ans, il s'est lié pour créer le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord et le premier à avoir été conçu et géré par des gouvernements infranationaux de pays différents. Comment est-ce que ça fonctionne, professeur Séguin, ce grand marché-là? Alors, l'idée ici, c'est quand on se met, disons, avec d'autres juridictions, on augmente la taille du marché. On sait que
les émissions de gaz à effet de serre, elles ont le même impact sur le climat de la planète, peu importe d'où elles viennent. Et puis, une chose de laquelle on s'inquiète, c'est que si les entreprises sont réglementées seulement dans quelques juridictions, comme au Québec, par exemple, il y a une fuite des émissions vers d'autres juridictions, que les compagnies multinationales, par exemple, déplacent leurs usines dans des juridictions où ils ne font pas face à des réglementations aussi contraignantes, et puis que finalement, au niveau de la planète, on a juste déplacé l'endroit où les émissions sont faites, puis on a eu tout autant de changements climatiques. Donc, une façon de combattre ça, c'est d'intégrer plusieurs juridictions ensemble. C'est sûr que le Québec et la Californie, ça reste au total 2 petits joueurs au niveau de l'ensemble de la planète. Donc, il y a aussi des bénéfices, disons, qui reviennent plus directement aux partenaires. Et en particulier, quand on se lie avec un partenaire, il y a des bénéfices qui sont liés aux opportunités d'échange. C'est-à-dire que la Californie, ils ont des opportunités de réduction d'émissions, peut-être que nous, on n'a pas. Nous, on a des opportunités que la Californie n'a pas. Et en se mettant ensemble, on peut profiter l'un l'autre de nos opportunités. Comment ça fonctionne dans la pratique? Depuis la fin de 2014, les enchères de permis du Québec et de la Californie sont conjointes. Donc, elles se déroulent au même moment, le prix est le même et les compagnies qui sont réglementées en Californie et au Québec ont l'opportunité d'acheter les permis qui sont émis par l'un ou l'autre gouvernement. Et une fois que les enchères sont terminées, il y a aussi un marché secondaire, c'est-à-dire si les émetteurs réglementés se rendent compte que, oups, finalement, j'ai pas acheté assez de permis ou j'ai acheté trop de permis, ben là, ils peuvent trouver des partenaires sur le marché secondaire pour soit se procurer des permis supplémentaires ou vendre leurs permis excédentaires. Et maintenant qu'on est avec la Californie, surtout comme c'est une beaucoup plus grosse juridiction que le Québec, ben, ça facilite ces échanges-là sur le marché secondaire, ça rend le marché, entre guillemets, plus liquide. Donc, ça veut dire que c'est plus facile pour quelqu'un qui a trop ou pas assez de permis de trouver quelqu'un avec qui danser, entre guillemets. Et pour le Québec, qu'est-ce que ça a fait en particulier? Donc, je référais tout à l'heure au fait que les différents secteurs de l'économie, c'est pas tous aussi facile de les décarboniser, entre guillemets. Des fois, il y a des secteurs pour lesquels c'est moins coûteux de le faire. Et en particulier, ce qu'on observe, c'est que le secteur où c'est vraiment le moins coûteux dans la plupart des pays du monde, c'est la génération d'électricité. Et au Québec, avec l'hydroélectricité, on n'a pas beaucoup d'opportunités de diminuer les émissions à travers notre secteur de l'électricité. Donc, nos autres opportunités sont plus coûteuses. Donc, ce qui se passe en ce moment entre le Québec et la Californie, c'est que la Californie, eux, ils ont des opportunités de décarboniser leur secteur de la production d'électricité. Donc, ils sont capables de faire des réductions d'émissions moins cher que le Québec, et ça amène le Québec à, entre guillemets, être un importateur de permis californiens honnêtes. Donc, au Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on produit plus de gaz à effet de serre que si on n'était pas avec la Californie. Ça nous permet de payer moins pour faire les réductions, mais on force la Californie à faire plus de réductions. Donc, au combiné, on a un effet positif sur les émissions de la planète. On fait moins de réductions les deux ensemble qu'on ferait autrement, mais les coûts de le faire sont plus faibles que si on essayait de le faire seul au Québec, parce qu'on profite des opportunités dans le secteur de la production d'électricité en Californie. Hydroélectricité, hein. La taxe carbone fédérale est entrée en vigueur en Ontario, Nouveau-Brunswick, au Manitoba, Saskatchewan et Alberta, mais ça ne s'est pas fait dans la sérénité. Expliquez-moi un peu pourquoi certaines provinces ont même été en cours et portent leur dossier devant la Cour suprême du Canada pour s'opposer à son adoption. Monsieur Beaudoin. Bon, vous en doutez, parlons pour le besoin de la cause, on parle d'une taxe ici. Là. C'est une taxe qui est rarement populaire, l'imposition d'une nouvelle taxe. Au niveau politique, on fait rarement des gains avec ça. Et la pensée des règlements des gouvernements de ces provinces-là est que, justement, ils vont faire des gains politiques en combattant cette réglementation fédérale-là. Donc, le Canada ou ces provinces-là ne sont pas uniques de par le monde. On a eu des contestations des différentes réglementations de tarification carbone à travers le monde à peu près partout. Certaines sont allées jusqu'en cour, d'autres jusqu'en Cour suprême, mais assurément, il y a toujours des réfractaires à la mise en place de ce genre de système-là. Et l'argument premier est toujours qu'une nouvelle taxe
à l'intérieur d'une législation va rendre les entreprises de cette législation-là moins compétitives sur les marchés internationaux. Si je peux ajouter, donc c'est sûr qu'il y a des intérêts politiques pour ces gouvernements-là de faire la contestation. Eux autres, ils voient une opportunité peut-être de renforcer leurs appuis au niveau de leur électorat. Mais en même temps, ça leur prend des arguments juridiques pour pouvoir mener ce combat-là, parce que les tribunaux vont pas dire oui, c'est bon pour vos électeurs, donc on va vous donner raison. Puis c'est en partie ici une situation canadienne un peu particulière où constitutionnellement, l'environnement, c'est un domaine de compétences partagées. La Constitution dit les deux niveaux de gouvernement sont responsables de cette chose-là. Donc, cette situation-là donne un peu l'opportunité de créer de la bisbille juridique, parce que chacun peut dire, bon, ben là, vous empiétez sur mon champ de compétences, puis vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire en matière d'environnement, parce que dans cette dimension-là, c'est ma responsabilité. Puis évidemment, le gouvernement fédéral dit que non, c'est plutôt sa responsabilité à lui. Oui. L'Alberta, comme la Colombie-Britannique, avait sa taxe depuis quelques années. Pourtant, son premier ministre, Jason Kenney, a annulé ce système en juin dernier. Pourquoi ce recul, professeur Séguin? Bon, c'est sûr qu'il y a, disons, des aspects politiques. Il y a toujours, disons, il y avait des systèmes distincts en Alberta qui touchaient les combustibles fossiles, comme le pétrole, principalement. Et donc ça, c'est ce qui a été annulé. Puis des systèmes qui touchaient les émissions industrielles ou du secteur de l'énergie, où il reste toujours une réglementation. Je pense que pour le consommateur, ce qui est le plus saillant, le produit avec lequel il est en contact le plus directement, qui génère des gaz à effet de serre, c'est l'essence. Donc, si vraiment les objectifs sont politiques, de faire plaisir à certains électeurs, ben c'est le bon produit à viser, entre guillemets, parce que c'est celui qui est le plus proche. Puis c'est ce qu'on observe du niveau de l'Alberta, c'est vraiment pour la partie de la tarification du carbone qui s'appliquait à l'essence, que là, on a fait un recul, alors que pour les émissions qui sont du secteur de la production d'électricité, par exemple, en Alberta, il reste toujours un système qui est peut-être pas aussi contraignant que certains voudraient, mais que même le gouvernement Kenney garde en place. Fait que je pense que ça nous dit que vraiment l'objectif ici est politique. On veut éliminer la taxe aux endroits où elle est apparente pour les consommateurs, puis on la conserve aux endroits où elle est moins apparente. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Le Québec, donc, lui, a un marché, une bourse au carbone d'échange de droits d'émissions à gaz à effet de serre. Il fait face aussi à certaines oppositions, principalement parce qu'il repose sur du volontariat. C'est ce qu'on reproche un petit peu. Donc, et un autre frein, l'administration Trump vient d'intenter une poursuite contre l'État de la Californie, l'accusant d'avoir formé une entente internationale sur le marché du carbone avec le Québec en 2013. Devrait-on s'inquiéter qu'il y ait un recul aussi pour le Québec? Monsieur Beaudoin? Pour revenir sur la notion de volontariat, parce que bon, c'est pas tout à fait le cas au Québec, les émissions sont tarifées, toute émission doit faire l'objet de payer la taxe. Les détracteurs, c'est ce qu'ils disent. Oui, malheureusement, c'est ça. Il y a une certaine incompréhension. Ceci dit, bon, pour ce qui est de l'enjeu de la contestation au niveau des États-Unis par rapport au marché Québec-Californie, je pense qu'il y a un certain niveau d'inquiétude à avoir. Je pense que le système de tarification carbone du Québec, qui est un marché de plafonnement et d'échange de droits d'émission, en fait, est là pour rester. Ceci dit, bon, un peu comme essayait de l'expliquer M. Séguin tantôt, un des avantages principaux de lier le marché avec celui de la Californie, c'est de permettre d'atteindre les objectifs de réduction de la province à un moindre coût. C'est-à-dire que si on veut atteindre ne pas dépasser un plafond d'émission à 70 millions de tonnes de CO2, qui est à peu près l'objectif visé pour le Québec, ça coûte
oui, ça va coûter moins cher d'y parvenir si on peut se procurer des droits d'émission en Californie. Maintenant, si on ne peut plus le faire, de fortes chances qu'il y ait des levées de boucliers au Québec pour dire, ben là, il faudrait revoir nos objectifs de réduction globale de la province parce que ça va nous coûter plus cher pour y parvenir. Donc ça, c'est un enjeu, effectivement, qui peut soulever des inquiétudes pour certains secteurs industriels au Québec. Maintenant, à voir réellement jusqu'où ira cette démarche-là au niveau américain. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'il y a des oppositions au niveau de cette réglementation-là en Californie. Maintenant, c'est nouveau qu'on cherche à approcher ou à contester cette réglementation-là sous la lumière, si je peux dire, d'un enjeu de libre marché international. C'est la première fois qu'on essaie d'utiliser ce véhicule-là pour le contester. À voir jusqu'où ça va nous mener, on ne sait pas, mais ça va assurément prendre quelques années avant que ce soit... Professeur Séguin, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Il va y avoir des conséquences à court terme. On a déjà parlé de l'avantage de se lier avec d'autres juridictions comme la Californie. C'est sûr que ça n'a pas juste des avantages. Un des inconvénients que se lier avec une autre juridiction amène, c'est qu'on est exposé à l'incertitude réglementaire dans cette juridiction-là. Donc, si jamais notre partenaire décide d'abandonner sa réglementation, peu importe la raison, ça va avoir des impacts sur nous, comme on a vu dans le cas de l'Ontario, qui avait brièvement joint le Québec et la Californie pour quelques mois avant de se retirer précipitamment suite à l'élection du gouvernement Ford. Donc, dans le passé, quand il y avait eu une contestation à l'intérieur de la Californie par les émetteurs californiens qui contestaient le pouvoir de l'État d'imposer une tarification sur le carbone, l'impact qu'il y avait eu, c'est que ça avait fait tomber les prix dans les enchères parce que les gens n'étaient pas certains de la survie du système. Heureusement, contrairement par exemple au système européen, le système Québec-Californie a été peut-être un petit peu mieux pensé en profitant de l'expérience d'autres juridictions et on a un prix minimum. Donc, si jamais la demande n'est pas assez forte dans les enchères, le gouvernement fait juste conserver certains des permis qui sont invendus puis maintient le prix à un minimum. Ça permet de combattre un peu cette incertitude réglementaire-là. Donc là, la contestation actuelle par le gouvernement fédéral américain, à court terme, va probablement avoir le même impact. C'est-à-dire, tant qu'on ne sait pas quel va être le dénouement, les émetteurs vont être un petit peu plus frileux à acquérir les permis. Donc, on va observer un prix qui va être à la baisse dans les enchères. Probablement qu'on va revenir peut-être au plancher ou proche du plancher à ce moment-là. À long terme, ce qui peut être plus inquiétant, c'est que dans plusieurs secteurs... Monsieur Baudouin en faisait la mention. La technologie est importante pour pouvoir réduire nos émissions. Et cette technologie-là demande des investissements, disons, de longue haleine, qu'il faut planifier longtemps à l'avance. Puis quand on fait face à l'incertitude réglementaire de ce point de vue-là, ça peut aussi ralentir ces investissements, ces développements dans des nouvelles technologies. Donc, les impacts de cette contestation-là, potentiellement, pourraient se faire sentir au-delà de la résolution juridique du conflit parce qu'il y a des investissements qui peut-être auraient été faits maintenant et vont être repoussés à plus tard parce que les entreprises vont attendre de voir quel va être le dénouement. Oui, des investissements du long terme, en fait. La tarification du carbone serait le moyen le plus efficace de réduire les GES selon le Fonds monétaire international, mais la tarification canadienne devrait adopter des mesures plus énergiques, dit le FMI. Un rapport de la Commission de l'écofiscalité, un groupe de réflexion qui réunit des économistes, des universitaires et d'anciens premiers ministres, affirme même que le Canada devrait faire passer sa taxe carbone de 20 à 210 $ canadiens par tonne d'ici 2030 pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est réaliste, M. Baudouin? C'est-à-dire, est-ce que c'est réaliste de penser qu'un prix à 210 $ la tonne aura un impact suffisant pour accélérer la transition et permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Fort probablement. Maintenant, est-ce que c'est réaliste de croire qu'on sera en mesure, autant au niveau politique que réglementaire, d'imposer une telle tarification? Ça reste à voir.
Maintenant, c'est un peu l'idée derrière la coopération internationale qui est mise de l'avant par l'accord de Paris, c'est de dire que la planète devrait budgéter un certain nombre d'émissions totales et encourager les différentes parties à, si on veut, investir dans la réduction d'émissions de gaz à effet de serre là où il est le moins coûteux justement d'atteindre ces objectifs-là. Donc si pour le Canada, par exemple, réduire 1 tonne d'émissions dans un secteur industriel donné, il en coûte $100 pour chaque tonne, bien, peut-être qu'il y a des opportunités de réduire d'1 tonne en quelque part dans un pays sud-africain, sud-saharien, à $10 la tonne. Donc, si l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien, aussi bien de le faire de manière plus efficace en investissant là où c'est le moins coûteux. Professeur Séguin. Je pense qu'il faut remettre le chiffre de $210 en perspective, puisqu'on parle de $210 pour 2030. Là, on regarde, on est seulement à $20 en 2019, mais déjà, le gouvernement fédéral a prévu que ce montant-là augmenterait de $10 par année jusqu'en 2022. Donc, en 2022, on va être à $50. Si on poursuit sur cette courbe ascendante-là, ça nous amène pour 2030 à $130. Donc, pas aussi loin qu'on pourrait le penser du $210. Puis, évidemment, il y a beaucoup, je veux dire, le $210, c'est un estimé, mais il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ce chiffre-là. Le directeur parlementaire du budget, lui, parlait plutôt de 100 quelques dollars il y a, je pense, 1 an à peu près quand il faisait ses projections. Donc, bon, on n'est pas exactement certain du montant de la taxe dont on va avoir besoin pour atteindre nos objectifs. On sait que c'est plus élevé que ce qui est aujourd'hui, mais on sait aussi que c'est une bonne idée d'aller graduellement vers ce niveau-là. Ça permet de donner du temps aux entreprises pour s'adapter, de donner du temps à la nouvelle technologie de se développer, puis aussi, comme M. Beaunois le soulignait, de donner du temps à d'autres pays de mettre en place des tarifications du même genre, puis des collaborations internationales pour la réduction des émissions, parce que à l'horizon, qu'est-ce qui va devenir le plus contraignant pour ces mesures-là? C'est pas vraiment le fardeau de cette taxe-là. Ça va être le problème de la fuite des émissions si d'autres juridictions emboîtent pas le pas. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est tout le temps qu'on avait. Donc vous l'avez entendu, on était en compagnie du professeur Charles Séguin, professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion et professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, et de David Beaudoin, entrepreneur et conférencier dans les domaines des technologies et consultation de la finance climatique. Merci beaucoup. Merci Mme Burger. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche de l'émission cette semaine, Aurélie Lagueux-Beloin. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission? Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique